hautement sa neutralité. Cette semaine, avant de voir les actualités soviétiques, nous verrons les actualités espagnoles et, à titre exceptionnel, croates. Et pour ça, nous sommes avec Bartolomé Benassar, spécialiste de l'Espagne, auteur d'un livre fameux, L'histoire des Espagnols, à qui je demande d'emblée que faut-il penser de cette neutralité de l'Espagne. On sent le vent tourner, voilà, je crois, en effet, la phrase clé en ce qui concerne l'Espagne. Le 12 juin 1940, après les victoires allemandes et l'entrée en guerre de l'Italie, l'Espagne avait défini son attitude, sur l'insistance d'ailleurs du comte Chiano, comme une attitude de non-belligérance, c'est-à-dire neutralité militaire, mais avec une certaine complaisance pour les puissances de l'Axe. Le 1er octobre 1943, devant l'évolution de la situation, Franco est revenu à un concept de neutralité défini comme une neutralité vigilante, neutralité stricte. Et pour, en quelque sorte, mieux, si je puis dire, faire comprendre la position de l'Espagne, il prétend qu'en fait se déroulent 3 guerres. L'une oppose les Allemands aux Russes. Et dans ce cas-là, il dit que les Espagnols sont tout à fait aux côtés des Allemands. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que l'Espagne avait envoyé la division bleue lutter avec les Allemands sur le front russe. Ensuite, il dit qu'il y a une deuxième guerre qui est celle des Occidentaux, américains et anglais, contre le Japon. Et là, il déclare que l'Espagne est rigoureusement aux côtés des Occidentaux. Et enfin, dit-il, il y a une troisième guerre entre l'Allemagne, je dis l'Allemagne puisque l'Italie est à peu près hors de combat, l'Allemagne et les puissances alliées de l'Ouest, et là, dit-il, c'est la neutralité stricte. Et je crois que les actualités espagnoles que nous allons voir sont une parfaite démonstration de cette attitude officielle. Eh bien, on va les voir d'abord, puis les Croates, puis les Soviétiques. La primavera brilla con todo su esplendor sobre los floridos campos de Valencia. El arte levantino y la devoción popular se combinan para rendir fervoroso tributo a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia. El altar de la Virgen se halla magníficamente adornado y una enorme multitud asiste al traslado de la imagen desde su santuario a la catedral. Sobre el paso de la procesión cae la lluvia incesante de las flores, homenaje fragante de la ciudad a su patrona. Nueva York, bajo el lema Gung Ho, que significa todos juntos, los chinos residentes en esta ciudad apoyan el esfuerzo de los Estados Unidos para vender bonos de guerra. Atenas. Un batallón de musulmanes que figura entre las tropas auxiliares del Reich presta servicio de guarnición en Grecia. Ilford. La duquesa de Kent realiza una visita a un curioso establecimiento, el dispensario para animales enfermos. Berlín. Por quinta vez desde que empezó la guerra, el pueblo alemán conmemora solemnemente la fecha del Día de los Caídos. El almirante Dönitz
deposita una corona en nombre del Führer. El capitán general de la Cuarta Región, teniente general laureado don José Moscardó, se traslada a Lérida para recibir al ministro de Justicia, don Eduardo Aunós. En los Campos Elíseos se celebra el solemne acto de bendecir y entregar las banderas a los batallones de cazadores de montaña de la guarnición y la imposición de condecoraciones al ministro de Justicia, gobernador militar y jefe provincial del movimiento. Ante la tribuna presidencial desfilan marcialmente las tropas. Los operadores de las Fuerzas Aéreas Navales de los Estados Unidos han impresionado este reportaje de guerra donde se recogen las imágenes del ataque de la aviación norteamericana al puerto de Rabaul. Las unidades de los portaaviones dejan caer la lluvia de los explosivos sobre los barcos nipones. Un convoy alemán transporta material de guerra para el abastecimiento del sector sur del frente soviético. Los transportes van convenientemente protegidos para poder defenderse con eficacia de los ataques bolcheviques. Cuando surge la alarma aérea, todas las armas entran en acción y los buques alemanes, con rápidos virajes, evitan que el enemigo pueda precisar los blancos. La reacción defensiva alemana es muy enérgica y los aparatos bolcheviques son alcanzados por los terceros disparos de la artillería antiaérea. Vous avez pu remarquer que ces actualités s'efforcent de respecter un équilibre absolument parfait entre les deux camps. Par exemple, on nous montre qu'il y a des allogènes des deux côtés, les Chinois de New York qui naturellement collaborent à la lutte de l'Amérique et on peut penser contre les Japonais en particulier, et puis alors par ailleurs les musulmans qui se battent aux côtés des Allemands en Grèce. On ne sait pas d'où viennent ces musulmans, mais c'est tout de même intéressant. Et puis alors, d'autre part, la mer Noire, la guerre en mer Noire et la guerre dans le Pacifique. Avec d'ailleurs une extraordinaire manière d'effacer les adversaires. On ne dit rien des Japonais, on ne dit rien des Russes. En Río de Janeiro se efectúa la doble botadura del Amazonas y del Araguay, dos nuevos cazatorpederos que engrosarán la Marina del Brasil. Una y otra embarcación se deslizan majestuosamente hacia el agua, donde cumplirán su misión como centinelas de los mares. En el histórico templo de Notre Dame de París se celebra una solemne ceremonia religiosa en sufragio de las almas de las víctimas de los últimos bombardeos. Asiste a ella el mariscal Pétain, que es recibido por Messier Laval. El cardenal Suard oficia la emocionante ceremonia. La llegada del mariscal Pétain a París se había mantenido en secreto, pero la muchedumbre, enterada de su presencia, se lanza a la calle para aclamar al jefe del Estado.
Desde el Ayuntamiento de París, el mariscal Pétain pronuncia un discurso y recibe el homenaje de la población de la capital de Francia. Bartholomé Benassar, que ne s'est-on pas gaussé de l'attitude de ces Parisiens qui, quelques mois plus tard, vont acclamer De Gaulle, aussi nombreux peut-être. En fait, Pétain est venu, et les Allemands l'ont accepté, pour autant que Paris avait été bombardé et bien d'autres villes, et qu'on espérait qu'ainsi ce voyage ne serait pas nocif, en quelque sorte, pour leur cause, puisqu'il allait stigmatiser, ce qu'il a fait, les bombardements des Anglo-Saxons. Mais il s'est d'une certaine façon échappé, puisqu'il n'y a aucun Allemand autour de lui, dans ce parcours à travers Paris, que même il a réussi à chasser Laval, qui n'est là qu'à Notre-Dame, et qu'il peut comme ça se permettre des petits mots espiègles qui ont perpétué cette idée du double jeu. Par exemple, il dit « J'ai pu m'échapper de la main de mes gardiens. La prochaine fois, je viendrai sans mes gardiens. » Et je crois que c'est ça qui explique aussi la popularité qui va suivre, parce que, d'une certaine façon, ces Français qui sont là voient pour la première fois en zone occupée le maréchal, ils ne l'avaient jamais vu, ils le voient en uniforme, ce qui incarne d'une certaine façon la France, et surtout, il dit « je reviendrai », ce qui implique que c'est comme une étape vers la libération. Et la preuve qu'on peut interpréter cette joie de cette façon, c'est qu'en zone libre, où on a vu le maréchal 20 fois, maintenant, il commence à se faire huer, et notamment à Saint-Étienne. En Barcelona, y bajo la salvaguardia de las autoridades españolas, se efectúa el canje de 2.000 prisioneros de guerra ingleses, norteamericanos y alemanes llegados al puerto a bordo de los buques Grishol y Gradisca. Personal sanitario, caballeros y damas de la Cruz Roja y enfermeras de Falange acuden al muelle con todo el material necesario para que el traslado de los enfermos y heridos se efectúe con toda normalidad. El emocionante acto es presenciado por la delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores, autoridades barcelonesas, embajador de los Estados Unidos y representaciones diplomáticas de las naciones interesadas y de la Cruz Roja. Es la segunda vez que el puerto de Barcelona se convierte en escenario de este acto humanitario y de hermandad cristiana que tanto honra la neutralidad española en medio de los actuales dolores y luchas del mundo. Bartholomé Benassar, tout à l'heure, vous parliez de cet équilibre, mais il s'est perpétué dans les actualités, puisqu'on a vu des scènes venues d'Angleterre, d'Allemagne, de Grèce, des États-Unis, etc. Enfin, de France, on ne veut oublier personne. Et la dernière scène d'échange de prisonniers est symbolique de cette volonté d'arbitrage, ou au moins, disons, de neutralité bienveillante et pacificatrice. Oui, et c'est le point d'orgue de ce bulletin hebdomadaire d'actualité. Vous avez pu remarquer tout à l'heure, enfin je l'avais dit, qu'au fond il y avait très peu de détails. On ne disait rien des victoires russes, on ne disait rien de l'offensive américaine sur la Nouvelle-Guinée. Là au contraire, on va multiplier les détails et la caméra va s'attarder complaisamment sur ces pauvres blessés qui, escortés par
les infirmières espagnoles vont être rendues à leur patrie respective. Vous remarquerez que cet échange illustre précisément le troisième aspect de la neutralité qu'on signalait tout à l'heure, c'est-à-dire celle concernant la lutte, la guerre entre l'Allemagne et les Anglo-Américains. Car il n'est question que d'échanges de prisonniers allemands d'un côté, anglo-américains de l'autre. Il n'est pas question, par exemple, de Russes. Et il est bien dit que cet échange est le deuxième, et non le premier, qu'il porte sur 2000 personnes, donc un chiffre qui n'est pas tout à fait sans importance. Et naturellement, qu'il a été réalisé sous le patronage des autorités espagnoles avec une référence chrétienne, qui est une référence à la charité chrétienne jouant son rôle dans cet échange. Donc on voit bien comment l'Espagne essaie de situer cet échange sur le troisième volet de sa politique de neutralité, et cela amorce, ou plutôt confirme, qu'il y a eu une évolution plus favorable aux puissances alliées qu'elle ne l'avait été jusqu'à présent. Eh bien maintenant, on va voir les actualités croates, dont on a pu dire qu'elles étaient peut-être catholiques, mais pas chrétiennes, tellement est cruel le régime d'Ante Pavelić en Croatie, sur lequel on va voir un reportage tout à fait inédit en Occident. Hrvatski slikopisni tjednik, ogledalo suvremenih domaćih i međunarodnih događaja. Dan 16. travnja poglavnik je opet proveo među svojim narodom. U pratnji svojih bližih suradnika uputio se poglavnik ovaj puta u sela Hrvatskog Prigorja. Prvi susret. Ovo je napredno hrvatsko selo Prepustovac. Postrojbe poglavnikovih tjelesnih zdrugova odaju poglavniku počast. Tu su i muževi seoske milicije koji i sami čuvaju mir svoga zavičaja. Iz Prepustovca uputio se poglavnik prema Kašini. U Kašini je već sve na nogama. U svečanom ruhu narod dočekuje svoga državnog poglavara. Poglavnik govori svome narodu. Nedjelja je, narod ide u crkvu, a sa svojim narodom uputio se i poglavnik na službu Božju. Za vrijeme šetnje kroz Kašinu, poglavnik je posjetio i dom seljaka Stjepana Combaja, koji je visokog gosta gostoljubivo dočekao po starom hrvatskom običaju. Iz Kašine poglavnik se ponovno uputio prema selu Prepustovac.
ovaj puta posjetio je poglavnik u tom selu zgradu zadruge, gdje je jedan seljak srdačnim riječima pozdravio u ime svojih sumještana. U Sesvetama odali su i vatrogasci počast svom državnom poglavaru. I tu se skupilo cijelo mjesto kličući poglavniku. Spontano, na mnogo načina, dalo je toga dana selo Hrvatskog Prigorja žive dokaze da ono jest i zauvijek ostaje uz svoga poglavnika i svoju državu. Proslavi 55. rođendana vođe Rajha Adolfa Hitlera u Zagrebu prisustvovao je i poglavnik. Na ovoj proslavi, koja se pretvorila u veličanstvene hrvatsko-njemačke manifestacije, odlični govornici, među njima i sam poglavnik, veličali su djelo Führera, prvoborca za spas i slobodu Europe. Arapi, koji su bili izagnani iz Granade, sagradili su u španjolskom Maroku grad Ksauen kao uspomenu na izgubljenu domovinu. Dugo vremena ostao je ovaj grad španjolskog Maroka sakriven očima Evropejaca. Stara maurska četvrt. Pokrajnje izgrađen je posve suvremen dio s lijepim građevinama i njegovanim nasadima. Ovih dana proslavljen je blagdan Aid el Kebira, kojemu su uz kalifa prisustvovale sve visoke ličnosti Maroka. Au premier abord, cette séquence consacrée à Chaouen dans les actualités croates est tout à fait surprenante. Chaouen, c'est une ville qui a été créée un peu plus tôt qu'inédit ici, en 1471, donc 20 ans avant l'expulsion de Grenade, et qui a été créée pour constituer une base d'opération contre le président espagnol de Ceuta de 1415. Alors, je suppose qu'on a voulu, du côté croate, on a voulu en quelque sorte envoyer un coup de chapeau aux musulmans, que ce n'est pas évidemment gratuit, c'est parce qu'il y a des musulmans, nous le savons bien aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des musulmans qui sont sujets de la Croatie. Donc on veut leur montrer en quelque sorte qu'on ne les oublie pas. Et on a pu remarquer que tout à l'heure, il y avait ce bataillon musulman qui combattait en Grèce aux côtés
des Allemands. Donc je suppose qu'il s'agit de montrer une sorte d'alliance entre l'islam et les puissances centrales. S talijanskog bojišta. Žestina boja na mostobranu kod Netuna podsjeća sudjelovanjem zračnih snaga, topništva i tenkova na najteže bojeve Prvog svjetskog rata. Teško njemačko topništvo odbija obrambenom vatrom neprijateljske zrakoplove. Jedan gorući stroj pada. Prizor s bojišta. Na cesti prema Apriliji. Brzoglasna mreža jednog višeg zapovjedništva. Jurišni odjeli jedne padobranske divizije na poslovima s kojih je neprijatelj otjeran. Udarci teškog neprijateljskog topništva. Napredovanje kroz dolinu Moleta. Netuno pod vatrom. Skupina angloamerikanskih zarobljenika. Na jednom očišćenom minskom polju. Na toj cesti koja vodi iz Aprilije do Netuna padale su granate jedna do druge. Ta cesta, važna za obje strane, pala je konačno u njemačke ruke. Angloamerikanci koji su zarobljeni u bojevima južno od Aprilije. Bartolomé Benassar, ces actualités où on voit le podlavnik, c'est-à-dire Ante Pavelić, le Duce ou le Führer des Croates, ces actualités donnent une idée très fausse de la situation qu'il y a à l'époque en Yougoslavie, où vraiment la guerre civile, les massacres se succèdent des uns aux autres. Et si on connaissait mieux la période, on verrait qu'aujourd'hui, on a la reproduction de ce qui s'est passé pendant la guerre, où il y a eu des cruautés innommables, au point que Ante Pavelić et ses Croates étaient tellement cruels, ces Ustashi étaient tellement cruels, que même les nazis ont freiné, n'est-ce pas, les massacres qu'ils ont pu commettre contre les Serbes. Cela dit, il ne faut pas qu'on identifie tous les Croates aux Ustashi. Il y a eu beaucoup de Croates qui étaient de l'autre côté, avec Tito. Et de même, chez les Serbes, il ne faut pas non plus tous les identifier à ceux qui étaient avec les Alliés, car il y en avait toute une partie qui, d'une part, se sont mis à la fin de la guerre avec les Allemands,
et qui ont commis eux aussi énormément de crimes, notamment en Bosnie. Alors, à l'époque où nous sommes, ce qui caractérise les faits, c'est que les Croates veulent nettoyer, d'une certaine façon, tous les territoires serbes de leur Croatie, un peu comme aujourd'hui on assiste au phénomène un peu inverse. Mais surtout, c'est ce qui les anime, ce pays qu'on a appelé l'abattoir, on appelle la Croatie le pays des abattoirs, c'est que c'est aussi le pays qu'on a pu appeler le baptistère. Car Ante Pavelić veut convertir une grande partie de la population, non pas qu'il soit catholique lui-même, il n'est pas tellement croyant, mais ça fait partie de l'identité de la nouvelle nation, si j'ose dire, de cette nation, qui s'appelle République indépendante de Croatie, car elle est tellement joyeuse de trouver cette indépendance. On veut convertir les Serbes, un tiers, qu'un tiers meurt et que l'autre tiers émigre. Quant aux musulmans, on considère au contraire que ce sont de vrais Croates et eux, on les valorise. Voilà un aspect de la situation que, bien sûr, ces actualités ne nous montrent pas. Maintenant, on va voir les actualités soviétiques pleines de gaieté, puisqu'on y fête le 1er mai. Говорит Москва. 6 часов по московскому времени. Приказ Верховного Главнокомандующего 1 мая 1944 года. Номер 70, город Москва. Товарищи красноармейцы-краснофлотцы, сержанты, офицеры, генералы, партизаны и партизанки, трудящиеся Советского Союза, братья и сестры, временно подпавшие под иго немецких угнетателей и насильственно угнанные на фашистскую каторгу в Германию. От имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с Днем 1 мая! Первомайский приказ слушали воины всех родов советского оружия, прославившие его в битвах Отечественной войны. Ветер нашей победной весны шумел в ветвях берез, еще не одевшихся в зелень. И в торжественной тишине первомайского утра сердце каждого бойца отзывалось на простые и мудрые слова Верховного Главнокомандующего, обращенные к народу, к армии. Ленинград. Город великой воинской славы. Непобедимый Ленинград. Как радостно видеть, что сегодня твои дети могут спокойно идти по праздничным улицам. 1 мая 1944 года ты встречаешь, разгромив врага, разорвав цепи вражеской блокады. Хороша Москва в это утро. Она проснулась нарядная, весенняя, первомайская. Все оживленнее становятся ее улицы. По улицам проходили отдельные части войск гарнизона столицы.
весна. Привет тебе, молодая поросль советского рабочего класса. Хорошие ребята, будущие мастера. В такое утро не усидишь дома, тянет на улицу. Кого только не встретишь 1 мая на улицах Москвы. Автор симфоний, звучащих во всех концах мира, Дмитрий Шостакович. Это артистки сестры Бог. Их мы привыкли видеть под куполом цирка. Первомайские гости-фронтовики. А вот фамилии свои они из-за скромности не захотели нам сообщить. Заморские гости, наши союзники, американские моряки и офицеры. Народные артисты Морецкая и Завадской. Члены Чехословацкой военной миссии. Молодые моряки. Гордо шагают будущие краснофлотцы, капитаны и адмиралы на зависть сухопутным сверстникам. How do you do? Привет нашим английским союзникам. А на Пушкинской площади герой Советского Союза, гвардии подполковник Анатолий Михайлович Павловский, гуляя с сынишкой, увидел вдруг в галерее портретов героев Советского Союза очень знакомое лицо, свой собственный портрет. А эти двое тоже похожи друг на друга. Братья Курзенковы, оба герои Советского Союза. Ребята пытаются сосчитать их ордена, да все сбивается со счета. Представители маршала Тита, члены Югославской военной миссии. Bartholomé Benassar, les soviétiques montrent des Yougoslaves depuis qu'à la conférence de Téhéran, anglais, américains et soviétiques ont décidé ensemble de reconnaître la représentativité de Tito et des Yougoslaves, et de la lutte des Yougoslaves. Mais on n'a pas vu d'Espagnols. Non, et pourtant on aurait pu. On aurait pu, puisque à la fin de la guerre civile, il y a tout de même un nombre non négligeable de républicains espagnols, évidemment surtout des communistes, qui ont émigré en Russie, essentiellement, et certains forts célèbres, comme la Pasionaria, comme Dolores Ibarruri. Et ce qu'on sait moins, c'est que beaucoup de familles basques ou catalanes, pensant à tort ou à raison mettre leurs enfants à l'abri, les ont expédiés au début de la guerre civile en Russie. Et on a, dans les archives espagnoles, beaucoup de lettres concernant ce problème. Et certains de ces émigrés reviennent actuellement en Espagne, avec d'ailleurs une épouse soviétique ou un mari, enfin soviétique, russe, ou un mari russe, selon les cas. Весна. На улицах столицы первые крымские цветы. А далеко на севере Первомай встречают так. Мы сейчас находимся на одном из участков Карельского фронта. 1 мая – это день войны. Бойцы подразделения лейтенанта Романова уходят в разведку. В этот же день далеко на юге, в Узбекистане, цветет урюк, и белоснежные яблони шумят в садах.
Тракторная бригада Хасымова-Резвана завоевала первенство в весеннем севе. Сегодня бригадиру Хасымову вручается почетное знамя и праздничный подарок. «1 мая – День труда». Урал. Кузница оружия. Сегодня на вахте победители предмайского соревнования. Это новая Тагильская домна номер 3, подарок уральцев в стране к 1 мая. В дни войны советский народ не остался в долгу перед Красной армией. «1 мая – День войны. Советские войска на румынской земле». Наши задачи не могут ограничиваться изгнанием вражеских войск из пределов нашей Родины, сказал товарищ Сталин в своем первомайском приказе. Нужно преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в его собственной берлоге. Неказисто выглядят сегодня те, кто вчера еще кичливо мнил себя хозяевами Молдавии. Идет грозная весна возмездия. Радостен 1 май в освобожденных селах Молдавии. Кончался день, и в час, назначенный приказом Верховного Главнокомандующего, народ ждал салюта. В день всемирного праздника трудящихся салютовала Москва. Ударили пушки на берегах Невы. Салютовал Ленинград. Девять советских городов салютовали в честь исторических побед Красной армии на фронте и во знаменование великих успехов советского народа в тылу. Bartholomew Benassar, on ne peut pas dire que les Moldaves manifestent un grand enthousiasme. Hein. Ces fêtes ont l'air un petit peu sollicitées. Mais si vous voulez, on va revenir à la situation générale
en Espagne et en Méditerranée, devant les victoires des Russes et ses succès, en Espagne, quelles sont les réactions, sinon de l'opinion, qui est sans doute muselée, au moins des milieux dirigeants? Est-ce qu'on a des indications là-dessus? L'opinion est muselée et elle est très peu informée. Vous avez pu remarquer qu'on donne au fond très peu d'informations sur les combats. Par conséquent, on peut penser qu'une grande partie de l'opinion ignore les victoires russes, les victoires soviétiques. Par contre, il est bien certain que les gens qui font partie de ce qu'on pourrait appeler la classe politique, sans parler des militaires, sont informés. Et cela explique qu'en Espagne, on en soit aux grandes manœuvres de la neutralité. Et ces grandes manœuvres de la neutralité, elles ont commencé il y a une dizaine de mois, par rapport à mai 1944. C'est en juin que 27 députés au Cortés, qui pourtant devaient leur nomination à Franco, ont rédigé en commun une déclaration dans laquelle ils demandent que la restauration monarchique soit réalisée rapidement parce qu'ils pensent que Don Juan de Bourbon est plus qualifié que le général Franco pour conduire une politique de stricte neutralité. Le duc d'Albe, qui est l'ambassadeur de Franco à Londres, signe cette déclaration. Et le 8 septembre 1943, il y avait eu la fameuse déclaration des 6 généraux qui avaient lutté aux côtés de Franco dans la guerre civile, dirigés par le monarchiste Kindelan, et qui avaient demandé au général Franco, en quelque sorte, de se retirer et de laisser la place à Don Juan. Et alors, c'est à ce moment-là que Franco a montré qu'il était un manipulateur d'hommes, en prenant à part chacun de ses généraux et leur disant oui, bien sûr, vous avez raison, mais attention, avec les armes secrètes, il n'est pas absolument certain que les Alliés gagnent la guerre, il y a encore une possibilité que la situation se renverse. Donc on est tout à fait, si vous voulez, dans ces grandes manœuvres de la neutralité, je ne vois pas d'autre expression. Autrement dit, c'est par le travers d'un appel au monarque ou à la monarchie, donc d'une manœuvre de politique intérieure, qu'on veut en quelque sorte changer de camp, ou est-ce l'inverse? C'est-à-dire qu'on se sert de la politique extérieure pour se débarrasser de Franco. Votre opinion? Je pense que malgré tout, une grande partie des politiques et même des chefs militaires pensaient que Franco était en train de devenir gênant. Parce qu'il avait manifesté tout de même une faveur marquée par beaucoup de discours. On a des quantités de discours sur ce plan. Une faveur incontestable pour les puissances de l'Axe, dont d'ailleurs il avait annoncé non seulement la victoire militaire, mais aussi le fait qu'elles allaient créer un autre ordre politique en Europe. Merci Bartolomé Benassar pour ces informations sur la politique espagnole et sur les neutres, qui sont très rares, très peu connus en France. La semaine prochaine, nous verrons les actualités britanniques et allemandes.